Salut à toi ami de la nature et des voyages. Quelle chaleur, je n'en puis plus. Lalita voulait réaliser sa nouvelle recette de chili végé, mais là, en pleine canicule, je n'en peux plus, vraiment plus, je me liquéfie. Il est temps d'aller découvrir comment cuisiner durant la canicule, ou plus exactement, comment pouvoir cuire un repas sans avoir l'impression d'avoir allumé le chauffage. Cette semaine, je suis à Saint-Nazaire, chez Lavand'Après, pour découvrir un mode de cuisson alternatif et écologique, les marmites norvégiennes. Contrairement à ce que leur nom laisse supposer, les marmites norvégiennes ne sont pas originaires de Norvège. En fait, ces ustensiles de cuisine sont si anciens, plus de 1000 ans, qu'en réalité, les historiens eux-mêmes peinent à déterminer leur origine véritable. Le nom de marmite norvégienne est en réalité issu du brevet français délivré en 1892. Et en réalité, on retrouve des traces de ces modes de cuisson dans différentes cultures à travers le monde et les âges. Elles ont été développées pour répondre aux besoins de communautés rurales, en particulier dans les régions où l'accès aux ressources énergétiques était limité. C'était une solution pratique pour cuire les aliments de manière lente et économique, en utilisant le moins de combustible possible. Aujourd'hui, ces méthodes de cuisson traditionnelles reviennent sur le devant de la scène en tant qu'alternative durable et écologique. Pour cela, des pratiques telles que la construction de marmites norvégiennes à partir de matériaux récupérés et recyclés semblent de plus en plus pertinentes. Et à Lavand'Après, Paul te propose soit des plans sous licence Creative Commons afin de réaliser toi-même ta marmite, soit de passer commande directement à l'atelier, soit par l'intermédiaire du site Essarpar qui regroupe de nombreux articles des artisans que tu as pu découvrir sur la chaîne. Bref, pour créer une marmite norvégienne, peu de ressources sont nécessaires. Du bois, de l'isolant, des plaques d'aluminium et quelques visseries. Ici, à Lavand'Après, ces planches, comme d'ailleurs l'intégralité des matériaux utilisés, à l'exception de la visserie, évidemment, sont issues de la récupération et du recyclage. Par exemple, la plaque d'aluminium que nous utiliserons tout à l'heure a déjà été utilisée comme plaque d'imprimerie pour imprimer le journal local. Le bois, quant à lui, est récupéré dans une entreprise locale qui produit des caisses et des supports pour l'industrie. Il s'agit de chutes qui auraient fini à la poubelle. Les planches sont assemblées à l'aide de colle à bois et de quelques clous pour assurer une bonne tenue temporaire jusqu'à ce que la colle prenne. Ensuite, pour tirer parti du rayonnement thermique, l'un des 3 modes de transfert d'énergie, la surface intérieure de la caisse en bois est revêtue de plaques d'aluminium. Le rayonnement thermique, c'est la chaleur que tu ressens sur ton visage lorsque tu fais face à une source chaude, comme un feu de camp par exemple. L'idée est donc d'utiliser l'aluminium pour réfléchir la chaleur, et ainsi maintenir la température de la casserole. Réfléchir de la chaleur ? Oui, car lorsque la chaleur rencontre la surface de l'aluminium, elle rebondit plutôt que d'être absorbée. Mais dis-moi, comment tu définirais la chaleur ? Une mesure de température ? La température, c'est une échelle qui permet justement de mesurer la quantité de chaleur ou de froid. Elle est en réalité liée à l'agitation atomique. Lorsque les particules, qu'elles soient atomiques, moléculaires ou subatomiques, se déplacent rapidement, leur énergie cinétique augmente, ce qui se traduit par une augmentation de la température. En revanche, lorsque les particules se déplacent lentement, leur énergie cinétique diminue et la température baisse. La température est donc une mesure de l'agitation des particules qui composent un milieu, que ce soit l'air qui nous entoure, la température de notre peau ou celle de l'eau dans une casserole. Mais du coup, à 0 degré dans la neige, les molécules d'eau ne bougent plus du tout ? En réalité, les degrés Celsius que nous utilisons sont basés sur une échelle arbitraire, qui repose sur des phénomènes physiques connus. Par exemple, M. Celsius a choisi que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés. Il aurait pu choisir une autre valeur, mais il a opté pour cette échelle. En dessous de 0 degré, l'eau se solidifie, mais les molécules qui la composent continuent d'être agitées. Ce n'est que lorsque la température atteint environ moins 173,16 degrés Celsius, ce que l'on appelle le zéro absolu, que les particules atteignent leur état d'énergie minimal. À ce point, leur agitation thermique est pratiquement nulle, et toute activité thermique cesse. C'est l'état le plus stable de la matière. Cependant, en réalité, cette température n'a jamais été observée sur Terre. Et les scientifiques se demandent même si elle existe dans l'univers. Dans l'espace, le vide est d'environ moins 270,45 degrés Celsius.
une température extrêmement basse et proche du zéro absolu. En effet, le vide de l'espace est caractérisé par l'absence de matière et de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a pas de particules pour transférer la chaleur par conduction ou par convection. La conduction thermique se produit lorsque la chaleur se propage à travers un matériau ou entre des objets en contact direct. Bref, des matériaux solides. Typiquement, la casserole de Monchili qui transfère la chaleur depuis la source d'énergie, une flamme ou un courant électrique, vers l'aliment. On parle alors de conductivité thermique, aussi nommée lambda. Mais ce n'est pas tout, car cette casserole est actuellement un radiateur qui diffuse de la chaleur par rayonnement thermique. Mais cette chaleur provoque l'entrée en scène du phénomène de convection thermique. Celui-ci se produit dans les fluides, c'est-à-dire les liquides ou les gaz. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il s'élève et crée un mouvement ascendant. Ce mouvement crée des courants de convection qui permettent de distribuer la chaleur dans toute la pièce. Bref, Monchili devient le chauffage central du camion de la même manière qu'un poêle à bois nous chaufferait l'hiver. Ah, poêlier fumiste, un métier que j'aimerais d'ailleurs beaucoup découvrir. Évidemment. Mais revenons à la conduction, car mine de rien, c'est elle la solution à notre problème de chaleur. En effet, si certains matériaux sont des conducteurs thermiques, comme le métal où les électrons libres se déplacent facilement et transfèrent l'énergie thermique rapidement, il en existe d'autres moins efficaces pour transférer la chaleur, tels que la laine de roche ou le polystyrène. C'est ce qu'on appelle des matériaux isolants thermiques. C'est exactement le même principe qu'en électricité. Certains matériaux sont des conducteurs électriques, comme le cuivre par exemple, tandis que d'autres sont des isolants électriques. Ils ne permettent pas à l'électricité de passer. Le génie de la marmite norvégienne, c'est de conserver l'excellente conduction thermique entre la source d'énergie et l'aliment, la casserole donc, et d'ajouter une isolation avec l'extérieur. Ainsi, le principe d'une marmite norvégienne est de commencer la cuisson avec une source d'énergie traditionnelle pour ensuite enfermer ladite casserole dans un volume d'air limité dans lequel la cuisson va pouvoir continuer sans apport d'énergie supplémentaire. Une marmite correctement conçue ne perd que 3 à 4 degrés Celsius par demi-heure. Ainsi, sur une cuisson complète, c'est en moyenne 3 à 4 fois moins d'énergie qui est utilisée pour un même résultat. Mais pour arriver à ce résultat, il faut une bonne isolation. Isolation qu'on peut facilement calculer avec R est égal à E sur lambda. Traduisible par plus l'épaisseur E est importante, plus R est important. Et de la même manière, plus lambda est faible, plus R est important. Ainsi, pour avoir une belle isolation, on peut soit avoir des parois super épaisses, soit des matériaux super isolants, puisque chaque isolant possède un lambda propre. Sinon, on fait des gros murs avec un super isolant. Tu veux vraiment une boîte vide d'1 mètre sur 1 mètre dans ta cuisine ? Il existe de nombreux isolants. Donc pour simplifier, j'en ai sélectionné 8, que l'on peut classer en 3 catégories. Les biosourcés avec la laine de bois, de chanvre et de lin, et enfin la paille. Les pétrochimiques avec le polystyrène expansé et le polyuréthane. Et les isolants d'origine minérale, tels que la laine de verre et de roche. L'avant-d'après a fait le choix d'utiliser du polystyrène recyclé. Plus exactement, il utilise des chutes ainsi que des déchets de l'industrie pour leur donner une seconde vie. Ainsi, pour se donner un ordre d'idée du pouvoir isolant d'une marmite norvégienne, un peu de maths. Épaisseur E de l'isolant 45 mm. Lambda du polystyrène extrudé 0,032. Donc R est égal à 1,4. Pour comparaison, la réglementation environnementale sur la construction et la rénovation dans le bâtiment, RERE 2020 pour les intimes, exige désormais un R10 sur les toits et R5 pour les murs. L'isolant en polyuréthane est découpé selon des dimensions appropriées à l'aide d'un fil chaud. Il est ensuite placé entre les deux caisses de la marmite. Une fois que la marmite est scellée, un joint est ajouté sur le cadre pour assurer l'étanchéité de la porte et prévenir les pertes de chaleur. Notre marmite est enfin prête, et il est temps de la mettre en service avec ce fameux chili que je te propose de te montrer tout de suite sur ma chaîne Popote à roulette. Allez, à la prochaine! Et vas-y, te gêne pas.